Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Merci beaucoup de votre présence ici au Collège de France pour ce nouveau cours qui est consacré cette année au code neural des représentations mentales. En anglais, j'ai donné un titre un petit peu plus précis et toutes mes diapositives cette année seront en anglais, mais bien sûr le cours sera en français, ce qui permettra peut-être à certains collègues de suivre aussi le cours en langue anglaise. Alors, donc on va parler de ce qu'on pourrait appeler la géométrie de la pensée, la géométrie des représentations mentales, et bien sûr du lien qui existe entre les représentations mentales et l'activité cérébrale dans notre cerveau, et ce lien qui est en train d'être exploré de plus en plus finement par l'imagerie cérébrale, mais aussi beaucoup par l'électrophysiologie ou par l'étude de l'activité de populations de neurones. Et on va voir qu'on peut considérer que les populations de neurones forment comme des vecteurs, des espaces vectoriels, et que chacune de nos représentations mentales est comme un vecteur. Et on peut donc leur associer une géométrie, des translations, des rotations. Il y aura un contenu un petit peu mathématique, je m'en excuse d'avance, pas trop dans ce cours, mais parce que vous allez voir que pour passer de l'activité neuronale aux représentations mentales, on est obligé de faire l'hypothèse qu'il y a une certaine forme de géométrie de représentation vectorielle. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit peu l'historique de cette idée et vous parler de recherches qui ont les premières montré l'existence de vecteurs de population dans les neurones. Je m'appuie au tout départ sur des images de ce livre, Face à face avec son cerveau, qui retrace un petit peu l'histoire des idées en neurosciences. Et évidemment, cette question centrale qui a préoccupé énormément de philosophes, et ici cette gravure de Greuter au XVIe siècle montre ce fantasme, arriver à déchiffrer dans la tête nos représentations mentales, nos idées. Ici, ça va encore plus loin parce que l'idée, c'est que la personne qui passe dans ce four d'alchimie, on arriverait à la purger de ses mauvaises idées. Et évidemment, la question se pose si on arrive à décoder les représentations mentales, est-ce qu'on peut aussi interférer avec ces représentations mentales, éventuellement en effacer certaines, en allumer d'autres. On verra que ce n'est pas complètement un fantasme. Alors évidemment, on ne peut pas s'empêcher, lorsqu'on voit ce four d'alchimie ici, de penser à nos méthodes d'imagerie cérébrale qui permettent effectivement, dans une certaine mesure, de commencer à lire dans le cerveau. Mais grâce aux méthodes dont on avait discuté dans ce cours aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin, regarder l'activité de chacun des neurones dans une région donnée, et c'est à ce niveau que l'on doit trouver des lois de passage, de pont entre la psychologie et les neurosciences. Et ce pont, on va en discuter beaucoup dans ce cours, mais il est peu probable qu'il ait une seule arche. Il est peu probable qu'on puisse passer directement de neurones individuels à des idées, des concepts individuels. Et ce qui va donc être discuté dans le cours aujourd'hui, c'est l'hypothèse qu'il faut considérer une population de neurones tout entière, que c'est au niveau d'une population de plusieurs milliers ou millions de neurones que se situe le code, que ces neurones forment des espaces vectoriels et que donc les représentations mentales sont comme des points dans cet espace à très haute dimension et qu'on peut passer d'un point à l'autre par des opérations de translation, de rotation, etc. Alors, si on retrace l'histoire des idées, l'exploration des représentations neuronales a évidemment commencé avec l'électrophysiologie en neurones uniques, une technique qui était à l'époque beaucoup plus primitive qu'aujourd'hui. Les chercheurs devaient fabriquer leurs propres électrodes au tungstène et les insérer dans le tissu nerveux, les approcher le plus près possible d'un neurone, un petit peu au petit bonheur, jusqu'à ce qu'on entende les décharges neuronales et qu'on puisse essayer à ce moment-là de caractériser chaque cellule, chaque neurone individuel, l'un après l'autre. Alors ça a été pendant des années le standard pour la découverte en neurosciences, avec bien entendu le prix Nobel à David Hubel et Thorsten Wiesel pour leur découverte des propriétés cellulaires dans l'air V1, et ensuite dans les aires de plus haut niveau, V4, MT, etc., l'idée que chaque neurone se comporte comme un détecteur de traits particuliers, par exemple l'orientation d'une barre dans l'aire visuelle primaire, ou bien le mouvement dans l'aire MT, ou bien, on va le voir, le visage dans des aires de niveau supérieur. Alors voici un vieux film, je crois qu'il date de l'époque, je n'ai pas pu retracer exactement l'origine de ce film, mais dans lequel on voit l'exploration en neurones uniques. Alors ce que vous entendez, c'est un neurone. Les clics qu'on entend, ce sont les décharges d'un neurone qui a été isolé par une électrode au tungstène. Et le chercheur présente une barre devant l'animal
et on voit que la position de la barre fait décharger le neurone. Si vous écoutez bien la corrélation entre ce que vous voyez, la barre, et puis les décharges du neurone, vous voyez qu'à chaque fois que la barre est présentée à l'endroit où le chercheur a mis les petites croix, on entend les décharges de ce neurone, alors que ce n'est pas le cas si la barre est ici, par exemple. Et vous voyez, alors, si vous entendez bien, il y a une décharge spontanée du neurone, et en fait, quand la barre est présentée à côté des croix, ça interrompt la décharge spontanée des neurones, ce qui veut dire qu'il y a un espace particulier de décharge, l'endroit où il y a les croix, et puis le chercheur va dessiner maintenant dans un instant un espace d'inhibition où on peut arrêter la décharge du neurone avec une barre présentée à cet endroit. Voilà. Alors de cette manière-là, c'est vraiment la technique qui était utilisée à l'époque. On peut essayer de caractériser chaque cellule et voir que celle-ci, par exemple, se comporte comme un détecteur de traits qui est capable de repérer un petit trait à un endroit bien particulier du champ visuel. Si j'avance dans le film, il y a pas mal de cellules différentes qui sont décrites ici. Ici, c'est une cellule qui a été appelée hypercomplexe. Vous voyez que le neurone décharge lorsqu'on fait bouger un point dans un endroit très particulier du champ visuel. Donc il y a un champ récepteur de ce neurone. Et le neurone décharge aussi avec une certaine direction du mouvement. Il faut que le point se déplace de la droite vers la gauche. Donc il y a une sensibilité à la direction. Tout le programme de l'électrophysiologie de cette époque, ça consiste à trouver les traits qui font décharger une cellule donnée. Alors, par exemple, ici, vous avez une cellule de l'aire visuel V4 qui a été explorée par David Van Essen et ses collègues. Et vous voyez un petit peu la technique va consister à présenter des centaines, ou au moins des dizaines ici, d'images différentes et à essayer de deviner ce qui fait décharger un neurone unique. Ici, les couleurs représentent le taux de décharge d'un neurone particulier de l'RV4, et alors on voit que ce neurone est sensible, par exemple, à un chevron orienté dans une certaine direction, donc à une intersection de barres. On peut essayer de deviner quel est le stimulus minimal qui fait bouger ce neurone. Ici, ça a l'air d'être une intersection de barres orientée vers la droite. Et lorsqu'elle est présente également dans d'autres images, ça peut faire décharger le neurone. Tout le programme, c'est donc de trouver une relation unique entre un neurone et un objet particulier. On voit ce programme se poursuivre tout au long des années 80, 90, 2000 jusqu'à maintenant, dans la hiérarchie des aires visuelles cérébrales. Vous avez par exemple les travaux de Tanaka, ici au Japon. Ici, on se situe dans une aire plus avancée des aires visuelles, dans un niveau plus avancé des aires visuelles, dans le cortex inférotemporal. Et vous voyez que le chercheur a présenté une centaine d'images et il a publié l'image, qui est peut-être un peu particulière, d'un neurone qui ne répond qu'à la chaise, ici, et pratiquement à rien d'autre. Donc ça existe, il existe très certainement dans votre cerveau des neurones qui déchargent avec des propriétés extrêmement spécifiques, particulières, et qui sont sensibles à certains objets plutôt qu'à d'autres. Ce programme, poursuivi par Tanaka, a ensuite consisté à essayer de simplifier les images. Et on voit ici cette recherche tout à fait intéressante qui consiste à, étant donné qu'on a identifié une cellule et on dispose seulement de quelques heures pour l'explorer, on essaie de garder l'électrode en place pour garder cette cellule pendant quelques heures. Et vous voyez que Tanaka, suivant une méthode qui rappelle un petit peu les papiers découpés au Japon, va prendre le cas d'une cellule qui répond par exemple au dos de l'expérimentateur. On voit bien ici la découverte fortuite, l'expérimentateur s'est retourné et puis la cellule s'est mise à décharger. Bon, alors il a découvert que c'était ça qui faisait décharger la cellule et il a réussi à simplifier l'image et à montrer qu'en fait la cellule répondait à un objet noir au-dessus d'un plus grand objet blanc. On voit que différentes cellules peuvent être simplifiées, enfin les dessins plutôt peuvent être simplifiés jusqu'à ce qu'on trouve une correspondance entre les images et les décharges neuronales. Et Tanaka propose dans un article assez fameux de 1996 l'idée que le cortex est tapissé de cellules extrêmement spécialisées, chacune pour des formes différentes, et que c'est comme ça qu'on reconnaît les objets. On a une sorte de code par traits extrêmement sélectif. Ses élèves plutôt Tsunoda, Tsanifuji poursuivent ce programme et il y a un autre article important en 2001 dans lequel il montre que l'on peut trouver une décomposition des objets encore plus fine. Par exemple ici vous avez un neurone qui répond à un extincteur et vous voyez qu'en fait si on conserve juste la poignée et le tuyau de l'extincteur, le neurone continue à décharger. Si on enlève le tuyau
et donc on regarde juste la poignée, le neurone s'arrête ou s'arrête pratiquement, et donc il faut quelque chose comme la poignée, il faut quelque chose comme un trait courbe pour arriver à faire décharger ce neurone. Ce programme est toujours actif aujourd'hui. Il s'agit donc d'essayer de trouver, cellule par cellule, comment les neurones se répartissent le travail en quelque sorte et deviennent extrêmement spécialisés pour tel et tel trait. On voit ici en bas, avec une autre méthode d'imagerie optique, que l'on trouve sur la surface du cortex des patchs qui répondent à une image, comme celle du chat ici. Et si on enlève le corps du chat, il n'y a plus que les patchs bleus qui continuent de répondre. Et si on enlève les yeux du chat, il n'y a plus que les patchs jaunes qui continuent de répondre. On peut donc essayer d'attribuer une fonction particulière à chacun de ces patchs de cortex. Ce programme de mise en liaison des décharges d'une cellule avec des propriétés particulières, des traits particuliers du monde extérieur, culmine avec des études qui sont menées par Rodrigo Cuyen-Quiroga et avec Itzhak Fried, qui passent chez l'homme. Alors bien entendu, c'est extrêmement rare de pouvoir enregistrer des neurones uniques chez l'homme. C'est Itzhak Fried qui a mis en place cette technique, c'est un neurochirurgien qui a mis en place cette technique en adaptant des électrodes utilisées chez l'animal pour pouvoir le faire chez l'homme, chez de très rares patients épileptiques, chez qui on a besoin en fait d'explorer l'épilepsie par le biais d'électrodes intracrâniennes, et si on met des électrodes d'un type bien particulier, qu'on a appelé à l'époque les électrodes d'Itzhak Fried, eh bien on peut enregistrer les décharges de neurones uniques. On s'approche à nouveau d'un neurone et on arrive à détecter les décharges de neurones uniques. Et dans toute une série de papiers remarquables, Itzhak Fried, avec ses collaborateurs, et ici Rodrigo Cuyen-Quiroga, a montré qu'on pouvait caractériser les propriétés de cellules uniques chez l'homme dans le cortex temporal antérieur. C'est souvent ce cortex temporal antérieur qui est exploré dans le cas d'épilepsie. Alors ici, vous avez une cellule, c'est une image à nouveau que j'ai mis dans face à face avec son cerveau, parce qu'elle est absolument extraordinaire. C'est une cellule unique. Alors pour vous habituer un tout petit peu à ces représentations, chaque ligne ici représente un essai. Donc il y a plusieurs essais successifs qu'on a regroupés, où on a présenté cette image-là, par exemple. Et les petits traits verticaux représentent conventionnellement les décharges, donc les potentiels d'action d'un neurone. Et lorsque vous avez une haute densité de traits comme ça veut dire que le neurone décharge fortement à cette image. Et ici, par exemple, il ne décharge pas fortement, il a quelques potentiels d'action un peu aléatoires, un taux de base de décharge à cette image-là. Et alors, si vous regardez un petit peu ce qui fait décharger ce neurone, on a regroupé toutes les images qui le font décharger maximalement. Vous voyez que ce neurone répond à Luke Skywalker. Voilà. Vous avez tous, probablement dans votre tête, une connaissance de Luke Skywalker, vous connaissez le personnage de la Guerre des Étoiles. Eh bien, si vous connaissez ce personnage, vous avez sans doute un neurone de ce type dans votre tête, plusieurs neurones de ce type, qui déchargent lorsque vous pensez ou vous voyez Luke Skywalker. Le travail de Rodrigo Quiroga est absolument extraordinaire parce qu'il arrive à montrer que ce n'est pas seulement l'image qui fait décharger et différentes images, en fait, avec des âges différents du personnage, etc., mais aussi le mot écrit ou le mot parlé, dit par une voix d'homme ou dit par une voix de femme. Donc, il y a vraiment une sorte d'abstraction. On est passé là à un niveau d'abstraction beaucoup plus élevé dans la réponse de ces neurones. Et il y a quelque chose qui va encore un petit peu plus loin. Vous voyez que le neurone décharge fortement à Yoda. Alors, vous connaissez Yoda, je pense. Alors, ça pose une question intéressante. Est-ce que ce neurone répond uniquement à Luke Skywalker, mais quand on présente Yoda, la personne pense à Luke Skywalker, ou bien est-ce que ce neurone répond à tous les Jedi, ou bien est-ce que ce neurone a des propriétés encore plus abstraites et répond à la Guerre des Étoiles tout entière? On ne le sait pas, on n'a pas pu complètement explorer. Vous voyez. Mais le programme d'exploration de neurones uniques, c'est ça. Ça consiste à essayer de trouver le stimulus optimal qui fait répondre et qui suffit à expliquer les réponses d'un neurone unique. Donc ici, pour trouver ce neurone, la méthode de Rodrigo Cuyen-Quiroga, ça consiste à présenter 200 images très rapidement aux patients et espérer en trouver une qui fasse décharger le neurone. Et quand on en trouve une, eh bien, on va sur Internet, on en trouve immédiatement beaucoup d'autres qui portent un peu sur les mêmes concepts.
et on représente l'après-midi ces images en espérant avoir gardé le même neurone dans la même journée, et lorsqu'on a de la chance, comme ici, on arrive à trouver un neurone qui a des propriétés abstraites. Et c'est ça la méthode. Donc ça consiste à explorer un espace d'images relativement restreint, de quelques centaines, pour pouvoir trouver des réponses de ce type. Alors, ce type de représentation a pu conduire à l'idée de neurones grand-mère. Et c'est un terme qu'on utilise dans la littérature, un peu caricatural, mais un peu humoristique. La notion de neurone grand-mère a été proposée par Jerry Ledvin. Alors on parle aussi de neurones pontificaux par Sherrington, ou de neurones gnostiques chez Konorski, ou de neurones cardinaux. Alors c'est soit un cardinal, soit un évêque. Hein. Mais voilà, l'idée, c'est l'hypothèse qu'une cellule unique puisse répondre à un et un seul objet, une et une seule personne, indépendamment, par exemple, de l'orientation, de sa position sur la rétine, de son expression faciale, et on l'a vu chez Quiroga, même de la modalité dans laquelle l'information est présentée, que ce soit visuelle, auditive, verbale ou picturale. Donc, est-ce que c'est vraiment comme ça que le système nerveux fonctionne? Est-ce qu'il y a un concept pour chaque cellule, une cellule pour chaque concept? Mais en réalité, Rodrigo Quiroga lui-même, dans cet article, avec ses collaborateurs ici, s'inscrit contre l'idée de neurone grand-mère et propose au contraire l'idée que la bonne manière de concevoir les choses, c'est un code distribué, épars, pour les concepts. Et il avance un certain nombre d'arguments, et je pourrais ajouter un certain nombre d'arguments personnels, contre l'idée que le système nerveux fonctionne par association d'une cellule avec un objet ou un concept. Alors quels sont ces arguments? Bien d'abord, s'il y avait vraiment un neurone particulier qui codait un concept, la probabilité de le trouver serait essentiellement infime. Si on met une électrode au hasard, il y a 16 milliards de neurones dans le cortex, on n'aurait aucune chance de trouver le neurone qui code pour Luke Skywalker. Si on trouve un tel neurone, ça veut dire qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers qui codent pour un concept donné. Donc ne sortez pas d'ici avec l'idée qu'il y a un seul neurone qui code pour le chiffre 1 ou pour Luke Skywalker. Si on en a trouvé un par hasard, ça veut dire qu'il y en a des dizaines de milliers, voire des millions. Alors ensuite, autre argument, dans le travail de Quiroga, comme je vous l'ai dit, on explore environ 200 images pour en trouver une qui fait répondre le neurone. Donc ça veut dire que le code est épars, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de neurones qui déchargent pour une image donnée. Mais on ne peut pas exclure que si on avait présenté d'autres images, on aurait trouvé que d'autres images font décharger le même neurone. Et de fait, c'est exactement ce qu'on observe dans certains cas. En fait, je vous ai déjà montré Luke Skywalker et Yoda, mais voilà un autre exemple intéressant. C'est un neurone qui répond non pas aux personnes, mais aux lieux. Il y a des réponses aux lieux et aux personnes dans des régions voisines, mais pas identiques, du cortex inférotemporal. Et donc ici, vous voyez un neurone qui répond à la tour de Pise. C'est assez clair, il a un taux de décharge d'ailleurs très élevé, mais très précis dans le temps, à différentes vues de la tour de Pise. Sauf qu'il répond aussi à la tour Eiffel. Et la réponse est là encore très claire, très nette. Alors on pourrait dire il répond au concept de tour, sauf qu'il ne répond pas aux tours du World Trade Center. Donc, évidemment, ces recherches sont un peu frustrantes parce qu'elles sont un petit peu anecdotiques. On n'arrive pas complètement à cerner ce qui fait répondre ce neurone. Mais il semblerait que deux concepts voisins mais différents, la tour Eiffel et la tour de Pise, fassent décharger le même neurone. Et ça s'inscrit à l'encontre de l'idée qu'il y a vraiment un seul concept unique pour chaque neurone. Et on trouve des exemples encore plus frappants que celui-là, hein, des exemples où il y a des concepts très différents qui font décharger le même neurone. On peut retourner l'argument dans une autre manière. Hein. Le fait que 200 images suffisent à en trouver une qui fait décharger le neurone implique que chaque neurone répond probablement à 50 ou 150 concepts. Pourquoi? Parce que vous connaissez au moins 10 000 concepts. Si on pensait à l'espace des concepts qu'on pourrait représenter de façon picturale, vous en connaissez au moins 10 000. Et donc ça veut dire que si on en présente 200 qu'on trouve une cellule, on aurait dû pouvoir l'activer, la même cellule, par beaucoup d'autres concepts. Il faut aussi garder en tête que seulement environ 40%
des neurones qui sont enregistrés par Itzhak Fried et Rodrigo Cuyen-Quiroga répondent de cette manière, avec une sélectivité très forte. Il en reste donc 60% qui sont moins sélectifs, et il faut toujours penser à ce biais de publication. Lorsque vous voyez des belles images comme celle de Tanaka tout à l'heure, eh bien, il est très probable qu'on présente les cas les plus extraordinaires, les plus sélectifs, et on oublie, et on va voir que derrière, il y a une masse de neurones qui ont des propriétés beaucoup plus distribuées. Alors on peut encore aligner d'autres arguments. Même si un neurone répond très sélectivement, comme c'est le cas pour Luke Skywalker, il s'appuie pour donner cette réponse sur toute une pyramide de réponses neuronales dans les aires antérieures du lobe temporal jusqu'à l'RV1. Et il ne répond jamais sur la base d'un seul neurone qui lui précède, il répond sur la base de centaines de neurones qui le précèdent. On estime que pour faire décharger un neurone pyramidal dans le cortex humain, il faut une synchronie de réponse d'environ 150 entrées. Et synchrone. Voilà. Donc ça veut dire que ça n'est pas la bonne vision d'un calcul qui serait digital, comme ça, neurone par neurone unique. Chaque neurone unique s'appuie sur une pyramide de réponses et reçoit jusqu'à 10 000 entrées. Ensuite, il y a la question évidemment de l'apprentissage. Si vous aviez un codage par neurone unique, comment feriez-vous pour apprendre ? On ne voit pas très bien comment ça pourrait fonctionner. Il faudrait garder une liste de neurones qui ne sont pas encore utilisés, ce qu'on ne voit pas en pratique, et il faudrait arriver à assigner un nouveau neurone quand j'apprends un nouveau concept. On ne voit pas comment ça pourrait fonctionner. Et puis, enfin, il y a un problème de compositionnalité qui est, il n'y a tout simplement pas assez de neurones si on voulait coder tous les concepts possibles. Pas seulement les 10 000 concepts de base, mais les combinaisons de ces concepts qui forment une pensée. Donc il y a certainement un niveau où on doit avoir un code compositionnel, un code combinatoire, que l'on voit au niveau des phrases, j'en parlerai je pense dans le dernier cours, et qui explique qu'on n'est plus là, forcément on ne peut plus être à un moment où on a un concept, un neurone. Cette idée peut être illustrée avec une nouvelle que j'ai lue récemment, de La fourmi électrique de Philippe Cadic. Je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle. Tout le monde connaît, je pense, Philippe Cadic. C'est une nouvelle de science-fiction des années 60. Et dans cette nouvelle, il y a un héros qui découvre, je m'excuse pour divulgacher la nouvelle, mais dans les premières pages de la nouvelle, on découvre que le héros comprend qu'il n'est pas humain, il croit qu'il est un être humain, mais il apprend qu'il n'est pas un être humain à la suite d'un passage à l'hôpital, et qu'en fait c'est un robot. Et à ce moment-là, il y a des robots qui ressemblent énormément aux êtres humains. Alors il s'ouvre le ventre, il est très curieux, il découvre qu'il y a toute une machine à l'intérieur de sa poitrine, donc il est effectivement un robot, et il découvre qu'il y a une bande magnétique, et qu'en fait tout ce qu'il perçoit, ça ne vient pas du monde extérieur, ça vient d'une bande magnétique qui est imprimée avec des trous. Et il comprend comment ça fonctionne parce qu'il bouche les trous et il s'aperçoit que quand il bouche un trou et que la bande magnétique arrive devant le lecteur, et quelques secondes plus tard, il perd la perception d'un aspect correspondant du monde extérieur. Donc il perd par exemple le ciel bleu. Et puis quand le trou est de nouveau débouché, le ciel bleu revient. Alors dans la nouvelle, le héros raisonne que, après tout, il pourrait continuer à expérimenter comme ça avec lui-même et il décide de déboucher tous les trous. Et si je débouche tous les trous de la bande magnétique, je vais avoir toutes les perceptions en même temps. C'est peut-être pas un hasard si cette nouvelle est publiée dans les années 60. C'est l'époque du LSD, des psychédéliques. Je ne sais pas s'il y a une idée ici derrière, mais en tout cas, dans la nouvelle, le héros débouche tous les trous en même temps et effectivement, il a toutes les perceptions en même temps. Il voit des pommes, alors j'essaye de traduire, il voit des pommes et des pavés et des zèbres en même temps, il ressent de la chaleur, la texture soyeuse d'un vêtement ou d'un tissu, il sent l'océan qui baigne ses pieds, un grand vent du nord, comme s'il allait entraîner quelque part, en même temps il y a du beurre liquide sur sa langue, des odeurs hideuses et des goûts hideux qui l'attaquent, la présence amère de poison et de citron, en même temps que l'odeur de l'herbe fraîche de l'été. Il se noie, il tombe, tout en étant en même temps dans le lit d'une femme, dans un grand lit blanc, etc. Vous voyez, cette nouvelle est vraiment très amusante, mais si on réfléchit un petit peu, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas être un trou dans une bande magnétique, une pensée. Il y a trop de pensées, là. Et le catalogue est infini. L'auteur s'amuse à nous faire une sorte de catalogue de tout ce qu'il pourrait percevoir en même temps, mais ça, évidemment, ce catalogue est trop restreint, là. Pardon. Il faut absolument imaginer un code
plus sophistiqué que celui d'une bande perforée, qui était peut-être celui qu'on pouvait imaginer dans les années 60. Il faut un code combinatoire plus complexe que l'idée qui est simplement un trou, une pensée. Par exemple, je ne sais pas, il est dans les bras d'une femme dans un grand lit blanc. Bon, si le lit était rouge, comment ça serait codé? Est-ce qu'il y aurait un nouveau trou dans la bande magnétique? Non. Il faut imaginer qu'il y a une combinaison et qu'il y a une factorisation. Ça va être un des thèmes importants de ce cours, une factorisation des concepts, et que certains neurones vont coder pour la couleur, d'autres pour les objets, etc. Alors on arrive donc à un changement progressif, conceptuel, qui fait l'objet de ce cours, le passage de neurones uniques à des enregistrements de populations de neurones. Et c'est à la fois un changement conceptuel, c'est ça qui nous intéressera le plus, mais aujourd'hui dans ce cours, je voudrais vous dire que c'est aussi un changement méthodologique rendu possible par des avancées dans les enregistrements cellulaires massifs. On commençait donc avec des enregistrements de neurones uniques. Moi, quand je suis allé rendre visite à des laboratoires au tout début de ma carrière, il y a 35 ans, c'était vraiment 1 ou 2 ou 3 neurones par jour. On avance l'électrode, on cherche le neurone. Si on en trouve un, on l'enregistre pendant 1 heure ou 2. Si on arrive à avoir 2 ou 3 neurones par jour, on est très content. Alors sont apparues des techniques beaucoup plus parallèles qui permettent d'enregistrer des centaines de neurones en même temps. Ici, vous avez l'une des méthodes contemporaines les plus utilisées, c'est ce qu'on appelle les Utah Arrays. C'est une matrice d'électrodes comme ça, typiquement 10 par 10 ou 12 par 12 ou 8 par 8, avec finalement chaque épine ici est comme une électrode et on va planter ça dans le cortex. Vous avez aussi des électrodes laminaires qui ont des contacts successifs qui permettent d'enregistrer des neurones dans les différentes couches du cerveau. Et dans ce domaine, vous avez une avancée absolument majeure qui est ce qu'on appelle les neuropixels. C'est un ensemble de chercheurs et d'ingénieurs qui se sont mis ensemble pour dire, écoutez, les électrodes au tungstène, c'est complètement dépassé. Nous avons aujourd'hui des circuits imprimés. Nous allons pouvoir créer des circuits imprimés qui sont capables d'intégrer dans un espace extrêmement petit, avec une consommation électrique très faible, l'enregistrement de centaines, voire de milliers de sites dans lesquels potentiellement on peut enregistrer des neurones. Alors vous voyez ici comment ça fonctionne, il y a des sites d'enregistrement. Ici, je crois qu'il y en a 1024 sur cette électrode, ou quelque chose comme ça, près de 1000. Et on peut sélectionner quelques centaines d'entre eux pour les amplifier, donc les multiplexer, et les envoyer vers l'ordinateur qui enregistre ces données. Et au Allen Institute, où j'ai pris cette photo, chez une souris, on peut mettre jusqu'à 6 neuropixels en même temps, et donc avoir pas loin de plusieurs milliers de neurones enregistrés simultanément. Et ceci avec une technologie relativement peu chère. Il faut quand même imprimer des circuits, donc ça prend du temps à produire, etc. Mais à la fin, on arrive à un système qui est relativement peu cher. On plante cette électrode et on choisit les canaux sur lesquels on a des neurones qui sont suffisamment proches pour être enregistrés. Et cette technique, vous savez, je pense que vous avez entendu parler par les médias, elle fait l'objet de convoitises de grands entrepreneurs qui sont peut-être aussi un petit peu dangereux pour notre société, comme Elon Musk par exemple. Vous avez entendu parler de la société Neuralink. Alors je voulais vous présenter ce que fait la société Neuralink. La société Neuralink essaye de produire une puce qui intègre tous ces objets jusqu'à l'envoi sans fil des données vers l'extérieur. Et donc ici, vous avez des fils neuraux, comme ils l'appellent, chacun étant placé par un robot, contrôlé par un ordinateur, pour être placé dans le cortex à différents endroits et pouvoir enregistrer de nombreux neurones. Et vous avez de très nombreux fils de ce type, donc vous allez enregistrer 1024 électrodes. Il faut savoir qu'une électrode peut, dans certaines conditions, enregistrer plusieurs neurones, donc ça fait au moins 1024 neurones. Et implanté dans le cortex moteur, mais complètement figé sous la peau de l'animal, vous voyez, de sorte qu'il n'y a plus de fil du tout. C'est un système quelque part extrêmement léger, qui permet de transmettre sans fil et de recharger aussi les batteries de cet appareil qui a une consommation électrique extrêmement faible sans fil. Donc on en est là aujourd'hui. Ça, c'est sur la droite ici, vous avez un film où un animal a été enregistré avec 2 systèmes Neuralink. Ce sont les vidéos qui sont proposées par l'industriel. Je vais vous expliquer dans quelques instants comment tout ceci fonctionne, mais on peut assigner à chaque neurone un poids
dans la direction du mouvement que va faire l'animal. Et ici, vous avez l'animal qui joue à Pong. On peut croire qu'il bouge une manette, mais non, il ne bouge pas du tout une manette. Il s'est simplement approché de l'écran et par le système sans fil, on arrive à décoder son intention de faire bouger la manette de gauche ou la manette de droite. Voyez. Donc on arrive à décoder, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, on arrive à décoder le mouvement que l'animal a l'intention de faire sur la base d'enregistrements de milliers de neurones de ce type. Alors, je ne me fais pas du tout l'avocat des déclarations qui sont faites par Elon Musk dans les médias, qui, d'une certaine manière, sont délirantes sur l'avenir dans lequel nous serons des hybrides avec des machines. On n'en est pas du tout là. Mais je voulais quand même vous montrer qu'une approche industrielle est en route actuellement et que ce qui était dans des labos des enregistrements extrêmement restreints de quelques neurones par jour est devenu maintenant, avec cette approche industrielle, la capacité d'enregistrer des milliers de neurones en même temps. Et bien entendu, l'objectif, ce n'est pas juste la recherche fondamentale, même si c'est important, c'est surtout la capacité d'aider des patients. Alors, est-ce que ces techniques sont en train d'arriver chez l'homme? La réponse est oui, toujours dans des conditions extraordinairement particulières, restreintes, et dans le but d'aider ces patients. Il faut être extrêmement clair. Ça ne va pas être fait chez des sujets normaux, et là, je pense que la vision d'Elon Musk, pour l'instant, est tout à fait aberrante. Mais chez les patients, par exemple ici, ce patient qui est tétraplégique, eh bien, on arrive à restaurer une motricité avec un bras robot chez une personne qui est complètement paralysée. Il y a 2 puces avec chacune une centaine de microélectrodes qui sont implantées dans les régions que vous voyez ici, qui sont des régions antérieures intrapariétales ici, impliquées dans l'intention de bouger la main et dans l'intention de bouger le bras ici. Et regardez ce film, vous avez le patient qui, avec extrêmement de bonheur, arrive à déplacer, comme il veut, un bras robot, uniquement parce qu'on arrive à décoder son intention sur la base de quelques centaines de neurones dans son cortex pariétal ici. Et il y arrive très bien. On peut lui apprendre à contrôler. Alors c'est intéressant, hein, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de la manière dont ça fonctionne, mais il y a à la fois l'ordinateur qui s'adapte au patient et qui arrive à décoder les intentions du patient, puis il y a le patient qui s'adapte au dispositif et qui arrive à piloter et qui apprend à piloter ses neurones pour apprendre à piloter un bras robot, un petit peu comme lorsque nous étions des enfants et que nous devions apprendre à notre propre corps comment il fonctionne, comment faire pour se déplacer, etc. Et donc cet apprentissage va très loin. Dans l'article donc, de 2015, c'est le travail de Richard Andersen et son équipe, qui est très connu pour ces travaux-là aux États-Unis. Eh bien, dans cet article de Science, il montre que le patient peut apprendre à contrôler un seul de ses neurones. On lui montre ici sur l'écran la neurophysiologie elle-même, on voit les décharges du neurone. Je vais vous demander de vous concentrer sur cette partie-là parce que vous allez voir les décharges du neurone ici. Là, on voit le profil à une échelle temporelle beaucoup plus large d'un spike, d'un potentiel d'action du neurone. Mais ici, on voit les potentiels d'action en fonction du temps. Et vous allez voir qu'on dit au patient « allume, éteins ton neurone ». Et il y arrive. Now silent. Et là, on lui demande d'être silencieux. Le neurone ne décharge pas. Fire. Et hop, le neurone se met à décharger. Silent. Fire. Silent. Fire. Voilà, je pense que vous avez compris. Hein. Donc, on est toujours dans cette tension entre neurone unique et activité de population. Ici, on demande à un patient de contrôler un de ses neurones. Et il y arrive. Alors, il dit qu'il y arrive en imaginant des activités différentes, comme faire tourner son épaule ou toucher son nez. Voilà. Il a trouvé que s'il imaginait ces mouvements-là, sans rien bouger, parce qu'il est tétraplégique, eh bien, il arrive à faire décharger son neurone de cette manière-là. Mais là encore, s'il fait décharger un neurone, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans les centaines d'autres. Il est très probable que beaucoup d'autres neurones se mettent à bouger également et que ce n'est pas le contrôle d'un neurone unique tout seul. Alors ces techniques continuent d'évoluer, on voit des articles extrêmement récemment, pratiquement tous les mois. Hein. Ici, je voulais simplement vous dire qu'on n'est pas forcément forcé d'enregistrer les décharges neuronales profondément dans le cortex, qui a un côté invasif, avec des électrodes qui sont implantées, mais on peut aussi enregistrer en surface,
Ce qui n'interdit pas, si les électrodes sont très petites, d'avoir également des décharges. Mais on va surtout se concentrer sur les signaux qu'on appelle gamma et bêta, c'est-à-dire les oscillations qui sont entraînées par des populations de neurones sous-jacentes. Et ici, vous avez un des dispositifs qui est paru dans Science Translational Medicine, qui consiste à placer des milliers d'électrodes imprimées sur un tout petit film plastique tellement fin qu'on peut le disposer à la surface du cortex, il va suivre la surface du cortex, et on arrive avec ce film à suivre l'évolution des ondes cérébrales, qu'il s'agisse des ondes bêta ou des ondes gamma. Ici, vous voyez les évolutions des ondes bêta, et puis vous allez voir le gamma sous forme de points verts lorsque le patient bouge. Alors là, il prépare un mouvement. Vous avez le cortex précentral ici, enfin le sillon central est ici. Voilà, on voit arriver de l'activité gamma d'abord en avant du sillon central parce qu'il est en train de réaliser le mouvement, et on va voir ensuite cette activité gamma se propager au niveau des aires sensorielles qui ressentent les conséquences du mouvement. Voilà. Et ensuite, il termine le mouvement ici. C'est juste un exemple, hein, mais pour vous montrer que l'on est capable maintenant chez l'homme, dans de très bonnes conditions, de faire des enregistrements extrêmement détaillés de l'activité sur des milliers d'électrodes. Là encore, on ne fait pas ça pour des raisons de pure cognition. Hein. Et dans le travail de Peter Rofsema, là je reprends à nouveau une image de face à face avec son cerveau, il m'a très gentiment préparé cette image, mais c'est à nouveau un article de Science qui est paru en 2020, il y a 2 ans. Hein. Ici, on utilise ces puces pour restaurer la vision. Donc c'est aussi une des visées de cette recherche sur le code neural, non seulement de décoder ce qui se passe dans un cerveau, de le transformer en intention, par exemple, mais aussi de pouvoir communiquer dans le sens inverse du monde extérieur vers le cerveau du patient, et ici de restaurer la vision par le biais de stimulation du cortex visuel. Si vraiment chacune de nos images mentales provient du cortex visuel, de stimulation du cortex visuel, on doit pouvoir imprimer, en stimulant le cortex visuel, des images dans le cerveau. Et ici, vous avez un singe qui a été implanté avec 16 micro-puces, ces fameux Utah Arrays 8 par 8. Donc on arrive à 1024 sites d'enregistrement et de stimulation. Les chercheurs commencent par enregistrer et ils déterminent le champ récepteur de chacun des neurones sous-jacents à une électrode donnée. Donc chacun des points verts que vous voyez ici, c'est le champ récepteur d'un neurone. Ça veut dire que pour ce neurone-là, il répondait bien à des stimuli qui étaient centrés à ce point-là. Et on arrive très finement à déterminer le champ récepteur en parallèle à travers ces 1024 électrodes. Une fois qu'on a enregistré et compris le champ récepteur des neurones, on peut stimuler. Et donc dans l'expérience, le moment clé, c'est le moment où les chercheurs, par exemple, décident de stimuler ces 16 électrodes particulières qui sont présentées en rouge ici. Et ces 16 électrodes ont été choisis parce qu'elles dessinent un cercle, ou la lettre O. Stimule brièvement ces électrodes, et le singe a été entraîné à choisir parmi plusieurs lettres, et il fait une saccade vers la lettre O. Autrement dit, il a vu la lettre O. Mais il ne l'a jamais vu, il n'y a jamais eu de photon dans cette expérience, il y a eu une stimulation électrique de son cortex visuel. Et si on lui montrait, si on dessinait la lettre T, il irait vers le T. Et on peut choisir des sites différents à chaque essai, c'est vraiment le dessin de l'électrode, ce n'est pas un apprentissage d'un pattern abstrait, c'est vraiment le dessin lui-même sur le cortex visuel qui est décodé par l'animal. Donc vous voyez que cette vision en population de neurones commence à permettre un décodage dans les deux sens, décodage et stimulation du cerveau. Il ne faudrait pas croire non plus qu'il n'y a que l'électrophysiologie. Et sur le plan méthodologique, je voudrais également vous alerter sur le fait qu'il est devenu possible de faire des enregistrements avec des microscopes à 2 photons et à 3 photons, qui sont des enregistrements, là encore, massivement parallèles de l'activité neuronale. Alors, je vous parlerai plus loin dans le cours de cet article particulier auquel je suis un petit peu associé, le travail de Liping Wang à Shanghai, mais je voulais ici simplement évoquer la méthode elle-même. La méthode elle-même consiste à avoir des rapporteurs fluorescents du calcium, ce qu'on appelle des GCAMS, voilà. Genetically Encoded Calcium Fluorescent Indicators. Et lorsqu'on a ces indicateurs qui ont été exprimés dans les neurones, éventuellement dans certains neurones uniquement, ça veut dire que lorsque les neurones déchargent, il y a une fluorescence.
qui peut être évoquée par un laser qui stimule cette fluorescence. Et on est capable de la mesurer avec une imagerie 2 photons ou 3 photons, on est capable de la mesurer même dans la profondeur du cortex, et on voit donc sur un champ relativement important, ici c'est une image de 1/2 millimètre de côté. Oui, donc vous voyez 1/2 millimètre sur 1/2 millimètre de cortex ici, on voit tous les neurones, et tous les neurones qui expriment cette fluorescence, on est capable de voir leur activité en fonction du temps. Ce n'est pas exactement les décharges neuronales, mais c'est très proche des décharges neuronales, et si le rapporteur est suffisamment rapide, alors il y a un énorme travail pour concevoir ces G-clamps qui sont issus d'un génie génétique, et au tout départ, ce sont des systèmes qui sont issus de certains animaux, comme des méduses, par exemple, qui ont une fluorescence, donc tout ceci a fait l'objet d'un grand génie génétique. On arrive à avoir des rapporteurs calciques qui sont extrêmement rapides et qui sont donc très proches des décharges neuronales. Et je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc l'animal peut être en train de faire un comportement. Ici, il apprend une séquence spatiale, mais en même temps, dans son cortex préfrontal, sur un espace de 0,5 par 0,5 mm, on voit tous les neurones, et en fonction du temps, vous voyez que ces neurones clignotent comme un arbre de Noël ici, parce que ça veut dire que certains s'activent, d'autres s'éteignent, et on arrive à les mesurer tous en parallèle. Je vais peut-être rejouer ce film. Voilà. Là, c'est au cours d'un essai. Alors la dynamique n'est pas aussi précise que celle de l'électrophysiologie, mais néanmoins, on arrive à mesurer cette activité finement pour chaque essai. Et donc ici, on va avoir non seulement un enregistrement parallèle massif de centaines de neurones, et on peut déplacer le microscope pour un essai suivant mesurer une autre région, mais surtout, on a la géométrie du tissu. Avec l'électrophysiologie, on insère les électrodes au petit bonheur et on ne sait pas quels neurones on enregistre. Ici, on voit la forme des neurones, leur orientation, leur disposition dans l'espace, leur couche cellulaire, et donc on peut comprendre beaucoup mieux l'organisation du tissu. Et enfin, pour terminer sur ces aspects méthodologiques, je voudrais souligner que toutes ces expériences sont compatibles avec leur utilisation chez des animaux éveillés et en comportement. Alors ça peut paraître extraordinaire parce qu'il faut quand même fixer autant que possible la tête d'un animal, même si vous avez vu dans la vidéo de Neuralink que l'animal vient spontanément se placer devant un écran et se mettre en comportement. Mais même avec des animaux avec la tête fixée, eh bien, il est possible de faire de la réalité virtuelle. Ici, vous avez de la réalité virtuelle pour la souris. Ce sont des laboratoires qui sont maintenant très nombreux dans le monde, qui disposent de ce dispositif où on a un projecteur qui est capable de présenter un corridor virtuel, par exemple, à la souris, et la souris court sur une boule, et on est capable de transformer son mouvement en déplacement virtuel dans l'espace qui est simulé, et on est capable en même temps d'enregistrer des centaines de neurones chez la souris. Chez certains animaux, on peut enregistrer tous les neurones alors que l'animal est en comportement. Par exemple chez la larve de poisson zèbre. Alors, vous avez ici sur ce diagramme, et je vous renvoie vers cet article de 2022 de Anne Churchland et ses collaborateurs, un résumé de l'évolution de ces techniques d'enregistrement neuronaux. Vous avez les années sur l'axe des X et le nombre de neurones enregistrés simultanément. Et pour en voir tout le cerveau humain, il faudrait atteindre 10 puissance 11 neurones, 86 milliards de neurones, on estime, dans le cerveau humain, 16 milliards dans le cortex uniquement. Donc on n'en est pas là du tout, mais vous voyez qu'il y a une évolution quand même très significative, c'est presque comme une loi de mort de la neurophysiologie. Tous les 20 ans, on multiplie à peu près par 10 le nombre de neurones qu'on arrive à enregistrer simultanément. Et vous voyez aussi que l'imagerie optique est vraiment quelque chose de nouveau parce qu'on s'écarte de la courbe qui était celle de l'électrophysiologie. Par imagerie optique, on peut commencer à atteindre des populations de centaines de milliers de neurones, et notamment donc, dans la larve de poisson zèbre ici, qui est un animal petit et transparent, eh bien, on arrive à mesurer tous les neurones, l'activité de tous les neurones simultanément chez cet animal. Alors, l'article de Anne Churchland souligne que de tels enregistrements appellent des avancées importantes dans différents domaines. D'abord, il faut arriver à réduire la dimensionnalité. Donc il faut des outils mathématiques, comme l'analyse en composantes principales ou d'autres, on verra, qui arrivent à comprimer ces données, parce qu'on ne peut pas, nous, humains, traiter des données de telles dimensions. Il faut aussi des outils de visualisation. Et on verra des figures nouvelles qui sont très intéressantes parce qu'elles arrivent à condenser l'information en une seule figure que nous, scientifiques, arrivons à interpréter. Par exemple, les images de Doris Tsao, la semaine prochaine, je vous montrerai sur les neurones des visages. Et puis, il faut des outils théoriques
pour caractériser comment une population de neurones répond et comment elle arrive à coder pour un concept ou un objet. Et là, c'est là-dessus que je vais me concentrer dans ce cours, il faut des outils, des espaces vectoriels. Alors, on arrive donc à l'idée qu'il y a vraiment eu deux doctrines très différentes en neurosciences, et cette idée de doctrine de population est bien expliquée dans l'article de Ebitz et Hayden, ici en 2021, vers lequel je vous renvoie. Mais je voudrais souligner quand même que j'ai peut-être été un petit peu caricatural dans ce résumé trop rapide de l'histoire de 50 ou 60 ans de neurosciences. Il y a dès 1949, avec le livre de Donald Hebb, une anticipation extrêmement forte de cette idée de codage par population, où il appelait ça des assemblées de neurones. Et ce n'est pas un neurone pour un concept, c'est une assemblée de neurones pour un concept. Et cette idée-là est développée par beaucoup d'autres. On peut citer l'article de Valentino Breitenberg, bien sûr l'article très important de John Hopfield, physicien, qui arrive et qui dit voilà comment on peut concevoir les attracteurs dans des réseaux de neurones. Et puis Daniel Abbott, par exemple, ce livre de 89, et beaucoup d'autres. Donc il y a une évolution progressive des concepts, et on peut dire qu'il y a toujours eu une tension entre la perspective du neurone unique et la perspective des assemblées de neurones. Mais dans l'article de Ebitz et Hayden, il souligne qu'on doit maintenant accepter 5 concepts clés. D'abord, le concept d'état neural, c'est-à-dire un patron d'activité distribué sur toute une population de neurones. Ensuite, et bien entendu, je vais rentrer dans le détail de ces concepts dans les cours suivants, la notion de variété, au sens des mathématiques, variété différentielle, c'est-à-dire un sous-ensemble. Parmi cet énorme espace d'états neuronaux possibles, il n'y a qu'un sous-ensemble qui est occupé par l'activité réelle, mesurée, évoquée par des stimulus. La notion de dimension de codage, si c'est un espace vectoriel, il y a des vecteurs particuliers qui correspondent à des dimensions, par exemple la taille d'un visage, l'orientation d'un visage, l'identité d'un visage vont correspondre à des directions différentes dans cet espace vectoriel. Les sous-espaces, donc on peut considérer des sous-espaces à l'intérieur de cet énorme espace d'activité neuronale possible, et enfin la dynamique. Le vecteur ne va pas être statique, mais va tourner dans cet espace vectoriel de très haute dimension. Tout ceci, j'en suis bien conscient, est encore très abstrait, et on va le rendre concret dans un instant. Mais une conséquence de ce cadre, c'est qu'au lieu d'essayer de caractériser un par un tout le zoo, si on peut dire, de neurones individuels qui ont toutes des propriétés très particulières, eh bien on va réinterpréter l'ensemble de ces neurones comme un vecteur qui a une trajectoire dynamique. Et on va moins s'intéresser aux neurones individuels qu'à son résumé par un vecteur neuronal. Alors les différences entre les deux approches peuvent être résumées de la manière suivante. Dans la perspective neurone unique, on a cette idée que chaque cellule est dédiée à un trait ou un concept, et à droite, on a au contraire l'idée que chaque cellule peut participer à de nombreuses assemblées cellulaires, à plusieurs concepts, et que chaque cellule va avoir des poids. Et ça, c'est un concept très important. On va essayer de modéliser chaque cellule par une régression linéaire avec des poids correspondant à sa contribution variable, vers le haut ou vers le bas d'ailleurs, positif ou négatif, en réponse à différents concepts ou à différentes dimensions du stimulus. Les états composites dans la perspective neurone unique ne pouvaient être obtenus qu'en coactivant différentes cellules. Un peu comme la bande magnétique de Philippe K. Dick, on peut avoir un trou ou bien 2 trous percés en même temps, mais c'est tout. À droite, on a quelque chose de beaucoup plus riche. On peut avoir des vecteurs superposés, éventuellement orthogonaux les uns aux autres, ce qui va permettre d'isoler un vecteur par rapport à un autre. Et on peut donc coder un très grand nombre de vecteurs superposés. On va arriver à cette notion d'un code factoriel avec plusieurs états superposés dans la même population de neurones. Et puis l'apprentissage, à gauche, je l'avais dit, consiste à dédier des cellules à un concept donné, ou peut-être à partager. Si on imagine qu'il y a plusieurs cellules qui codent pour le même concept, on peut apprendre en séparant les neurones, mais à droite, c'est complètement différent. Apprendre, ça veut dire allouer un vecteur neuronal, peut-être aléatoire, orthogonal donc au précédent, et allouer un nouveau concept à un nouveau vecteur. Comme on est dans un immense espace vectoriel, si vous avez 1 million de neurones, vous imaginez un espace à 1 million de dimensions, c'est très dur à imaginer, on va essayer de le faire progressivement au cours de ce cours. Ça veut dire que si vous prenez un vecteur au hasard à l'intérieur de cet espace, il a toutes les chances d'être orthogonal au précédent. Donc vous avez toutes les chances de tomber sur un vecteur nouveau, perpendiculaire, qui peut être alloué à un nouveau concept.
Il y a une autre possibilité, évidemment, c'est de réorganiser complètement la variété différentielle. On verra les limites de l'apprentissage. En réalité, souvent, les variétés qui sont utilisées par le cerveau ne se réorganisent pas complètement au cours de l'apprentissage. Voilà, alors je voudrais terminer le cours d'aujourd'hui en vous montrant ça dans un exemple très pratique, et je suis toujours dans une perspective historique. Apostolos Georgopoulos, que vous voyez ici, est, je crois, le premier à avoir introduit la notion de vecteur de codage neuronal. Et c'est une série de travaux extrêmement importants, magnifiques, publiés dans Science, avec aussi cet aspect graphique, la couverture de Science, pour montrer qu'on peut comprendre l'activité du cortex moteur, il s'intéressait au cortex moteur, sous forme de vecteurs neuronaux. Et je veux dire, je me souviens avec beaucoup de joie, puisque j'ai eu la chance d'être envoyé par mon maître Jean-Pierre Changeux, à 22 ans, chez Apostolos Georgopoulos pendant plusieurs semaines. Donc on a enregistré des neurones ensemble, il était en train de faire ses manips sur les vecteurs neuronaux, et évidemment, ça a eu une très forte influence sur ma manière de concevoir les choses en neurosciences. Alors, que faisait Apostolos Georgopoulos ? Eh bien, il avait cette approche de neurone unique, hein. Il enregistrait typiquement 1 ou 2 ou 3 neurones dans la même journée, mais il avait l'idée qu'il fallait les mettre ensemble, et donc les assembler sous forme d'une population. Et pour le faire, il a introduit un comportement extrêmement simple. Il demandait au singe de placer son doigt au centre, ici, d'un dispositif, et puis, dans différents essais, il y avait une lumière qui s'allumait à 8 positions possibles, et le singe devait simplement faire un mouvement, comme ça, déplacé, pour aller toucher la cible correspondante. Donc on avait potentiellement accès au code neural pour des mouvements dans l'espace des directions, ici à 360 degrés, évidemment discrétisés. Et ce qui est important, c'est que le singe faisait un mouvement très reproductible, il était très entraîné. Donc ça veut dire qu'on allait pouvoir assembler des enregistrements neuronaux qui avaient été faits à des jours différents. Les cellules que vous allez voir ont été enregistrées à des jours différents, mais on arrive à les rassembler sous forme d'un vecteur neuronal. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on fait cette manip ? On enregistre dans le cortex moteur, et voilà un neurone qui répond. Alors vous êtes familier maintenant avec cette idée que chaque barre ici représente une décharge neuronale, que les traits représentent différents essais. Et donc on voit ici que pour ce neurone, à chaque fois que l'animal déplace la main vers la gauche ou vers le haut et la gauche, le neurone décharge très vigoureusement. Et ça n'est pas le cas, et même il s'éteint ici par rapport à son taux de base lorsqu'il fait un mouvement dans la direction opposée. Il y a donc un mouvement préféré pour chaque neurone de l'animal. Vous voyez qu'on peut modéliser la courbe de réponse, ici le taux de décharge en fonction en décharge par milliseconde, en potentiel d'action par seconde, pardon, en fonction de la direction du mouvement. Il y a une direction préférée et puis il y a une direction anti-préférée qui carrément fait inhiber le neurone par rapport à son taux de décharge initial. Donc le neurone a une réponse sinusoïdale. Il préfère une certaine direction, et puis vous voyez que c'est fortement modélisé par une fonction cosinus ici. Alors, on peut modéliser, et c'est ce que fait Georgopoulos ici, chaque neurone individuel. La décharge du neurone I ici et peut être modélisé comme un produit scalaire entre la direction du mouvement qu'il est en train de réaliser et la direction du mouvement qu'il préfère, que ce neurone préfère. Chaque neurone a un vecteur préféré. Par exemple, ici, le vecteur de ce neurone se serait quelque part dirigé vers ici. Et la décharge du neurone pour un mouvement qui peut être dans une autre direction est fonction du produit scalaire entre les deux vecteurs. Autrement dit, et c'est juste une réécriture mathématique, elle est fonction du cosinus de la différence d'angle entre l'angle du mouvement et l'angle préféré par le neurone. D'où cette fonction cosinus. On peut encore écrire ça d'une façon équivalente en disant que le taux de décharge du neurone est une somme de préférence pour le cosinus de l'angle du mouvement et pour le sinus de l'angle du mouvement avec des coefficients. On voit apparaître ces fameux coefficients ici dont je vous parlais il y a un instant. Chaque neurone est décrit par ces deux coefficients ici, sa préférence pour la vitesse horizontale du mouvement et sa préférence pour la vitesse verticale du mouvement. Donc une simple régression linéaire ici. Alors là, j'étais au niveau des neurones individuels. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la population de neurones ? C'est là que Apostolos Georgopoulos a une idée vraiment nouvelle. Chaque neurone est ambigu et bruité. Pourquoi est-ce qu'on ne reconstituerait pas le mouvement en faisant un vote de tous ces neurones ?
on va dire que chaque neurone vote pour sa direction préférée. Et lorsque, par exemple, l'animal fait un mouvement ici à 45 degrés vers la droite, eh bien, les cellules qui préfèrent ce mouvement-là déchargent très fortement. On voit par exemple celle-ci qui a un taux de décharge très important. Chaque trait représente une cellule ici. Les cellules qui n'aiment pas ce mouvement-là déchargent peu, et celles qui ne l'aiment pas du tout déchargent extrêmement peu. Donc si on considère une sorte de moyenne pondérée, chaque neurone vote pour son vecteur favori, eh bien, on va avoir un vecteur de population qu'on voit ici, qui est la somme ou la moyenne, ça revient au même, hein, la direction ne change pas, de toutes les directions préférées des cellules, pondérées par les taux de décharge à un moment donné. Et c'est ça le vecteur de population. Et alors, Apostolos Georgopoulos montre que le vecteur de population colle très finement avec ce que fait l'animal. Lorsque le vecteur de population pointe dans cette direction, l'animal fait un mouvement dans cette direction. Et la dispersion est relativement bien expliquée par l'intervalle de confiance autour du vecteur de population. Donc vous voyez ici tous ces vecteurs de population, c'est une très jolie représentation. Hein. L'animal, vous vous souvenez, fait des mouvements dans 8 directions possibles. Pour chacune de ces directions, on a indiqué le taux de décharge de quelques centaines de neurones par la longueur de ces vecteurs dans leur direction préférée. Et voilà le vecteur de population moyen. Et vous voyez qu'il pointe dans la bonne direction, celle qui est effectivement proche du mouvement qui est fait par l'animal. Donc on a une série de concepts assez nouveaux ici. L'idée que les neurones votent, qui votent pour leur direction favorite, et qu'en faisant la somme de tous ces votes, on arrive à obtenir quelque chose qui est décodable, qui correspond à ce qu'a fait l'animal, en l'occurrence le mouvement qu'a fait l'animal. Mais sur le plan mathématique, c'est quelque chose d'extrêmement simple. La vitesse en x et la vitesse en y du mouvement peuvent être obtenues par une simple somme des taux de décharge des neurones, FI, ici, firing, pondérés par les coefficients propres à chaque neurone, qui disent ce neurone apprécie particulièrement telle vitesse en x et telle vitesse en y. Donc un codage vectoriel. Alors ceci peut être étendu en 3 dimensions, et c'est fait par Georgopoulos dans d'autres expériences. Ici, l'animal met son doigt au centre et il peut faire des mouvements dans toutes les directions de l'espace, à l'intérieur d'un cube ici. Vous voyez qu'on retrouve cette idée que les neurones préfèrent une certaine direction de mouvement. C'est un peu plus dur à voir ici, mais c'est vraiment les mouvements vers la gauche et vers le bas qui excitent ce neurone particulier. À nouveau, on peut modéliser le taux de décharge de neurones. Cette fois-ci, il faut 3 coefficients. Vous voyez que le neurone peut être caractérisé par toute une série de coefficients qui caractérisent sa contribution au codage de telle ou telle assemblée. Et à la fin, tout ceci, dans le cas du mouvement, peut se réduire au cosinus de la différence entre l'angle du mouvement et l'angle préféré. La direction du mouvement et la direction préférée. Donc c'est l'angle qui caractérise la différence entre ces deux vecteurs. Et vous voyez que ce modèle de l'angle est extrêmement approprié pour rendre compte des décharges de ce neurone. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est comme ça qu'on arrive à ces images magnifiques où on voit dans l'espace tridimensionnel des directions de mouvement possibles le vecteur de population et le mouvement réel fait par l'animal. Ça marche bien et on peut faire ces sommes pondérées parce que si on regarde l'espace des centaines de neurones qui ont été enregistrés jour après jour par Georgopoulos, toutes les directions de mouvement sont assez largement représentées, il n'y a pas de biais. Et donc on peut faire une simple somme pondérée. S'il y avait des biais dans les populations neuronales, il faudrait faire un calcul un petit peu plus compliqué, mais ici on peut faire une simple somme pondérée. Alors ça va encore plus loin. Le vecteur neuronal prend toute son utilité dans une étude de 1989, toujours publiée dans Science, dans laquelle Apostolos Georgopoulos montre que la dynamique du vecteur neuronal traduit le changement de représentation mentale de l'animal. Lorsque l'animal change d'idée et au lieu de faire un mouvement par là, va faire un mouvement par là, eh bien on va voir tourner dans sa tête le vecteur neuronal qui correspond à la direction qu'il a l'intention de faire. Alors ici, Apostolos Georgopoulos est inspiré par une série d'expériences sur la rotation mentale, et je vais faire un léger aparté pour vous parler de ces expériences de Roger Shepard, qui est un autre héros, je dirais, de notre discipline, un très grand psychologue. Et Roger Shepard avait introduit plusieurs années auparavant la tâche de rotation mentale, qui consiste à comparer des objets indépendamment de leur orientation. Alors, vous voyez ici, par exemple, la tâche consiste à dire si ces deux objets sont identiques ou différents. Je vais vous demander de participer. Je ne sais pas si vous avez envie de participer, mais c'est le moment de se réveiller. Je vais vous demander de dire oui si vous pensez que les objets sont identiques et non, et de dire à haute voix, parce que comme ça on va pouvoir entendre vos réponses. Donc, si vous pensez que les deux objets sont identiques, vous allez dire oui.
Et si vous pensez que les deux objets sont différents, vous allez dire non. Donc ici, il faut répondre évidemment oui. Vous êtes prêts? Bien, bravo. Alors attention. Très bien. Alors vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a entendu d'abord des oui un peu rapides et puis ensuite des non avec une distribution plus longue. Alors faites bien attention, voilà, vous voyez un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre les objets. Il faut faire attention. Attention. Très bien. Non. Vous voyez que c'est des images en miroir, mais ce n'est pas le même objet. Attention. Ah, c'est drôle parce que vous vous êtes laissé entraîner. Ouais. Un dernier, s'il vous plaît. Voilà, alors ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que le temps que vous mettez varie. Et là, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez une introspection, mais on a l'intuition qu'il faut tourner l'objet dans sa tête. Et on voit que si on le tourne comme ça, il faut trouver la rotation aussi, hein, mais si on le tourne comme ça, c'est le même objet. Et c'est exactement ce qu'a observé Roger Shepard. Il a montré que le temps de réponse, si on faisait la moyenne de tous vos temps de réponse et à travers plusieurs essais, on voit cette loi absolument parfaite. On est vraiment dans le domaine de la psychophysique ici. Moi, j'insiste toujours sur le fait que la psychologie expérimentale est une science dure. Hein. Vous voyez, ici, on a des lois quand même extrêmement reproductibles. Le temps de réponse, qui peut aller jusqu'à 4 ou 5 secondes, on l'a entendu dans cette salle, eh bien, est fonction linéaire de l'angle qui sépare les deux images, dans le cas des oui. Hein. Et ceci, que la rotation soit dans le plan, où c'est la même image finalement, mais même si elle est en 3D. Donc, Roger Shepard avait conclu de cette expérience très simple, et il y a toute une série d'expériences qui font l'objet d'un livre magnifique hein, que je vous recommande de Roger Shepard. Il avait conclu qu'il y a vraiment quelque chose qui tourne dans la tête. Il y a une image mentale qui, quelque part, on a raison de dire tourne dans la tête. Évidemment, elle ne tourne pas physiquement, mais il y a une représentation mentale qui a des propriétés analogiques à une rotation. Et tout ceci était une inférence sur la base de la psychologie. Roger Shepard n'a jamais fait d'expérience de physiologie, à ma connaissance, ou d'imagerie cérébrale. C'était bien avant l'imagerie cérébrale. Mais il avait inféré qu'il devait y avoir quelque chose qui tourne dans la tête. Et Apostolos Georgopoulos prend ceci au sérieux et dit je vais trouver ce qui tourne dans la tête. Je vais montrer que mon vecteur neuronal tourne dans la tête du singe lorsque je l'enregistre. Au sens littéral, il y a un vecteur qui tourne dans la tête lorsqu'on fait ce type d'expérience. Alors évidemment, il ne peut pas demander exactement la même tâche que ce que vous venez de faire, hein, qui est trop difficile, je pense, pour un animal de ce type, mais il fait une tâche un petit peu similaire. Il demande à l'animal, il allume une petite lumière devant, et comme auparavant, l'animal doit faire une trajectoire du doigt pour aller pointer vers cette lumière, mais dans certains essais, la lumière n'a pas la même luminance, et ça indique à l'animal qu'il doit faire une trajectoire avec un angle, par exemple à 90 degrés. Donc la lumière s'allume ici, mais lui doit faire une trajectoire comme ça. Voilà. L'animal arrive à faire cette tâche, et dans une première publication comportementale, il montre que le temps de réponse, avant que l'animal fasse son mouvement, dépend de l'angle de transformation ici. Donc c'est le même type de résultat que Roger Shepard. Quand on doit tourner quelque chose dans sa tête, ici on doit tourner son intention de bouger dans la tête, eh bien ça prend plus de temps, plus l'angle de rotation est important. Et ensuite, il va mesurer son vecteur neuronal, donc dans le cortex moteur, et là la découverte est tout à fait claire. Lorsque l'animal fait une trajectoire directe, vous voyez ici les vecteurs en fonction du temps. Dès le départ, le vecteur pointe dans la bonne direction. Ici, c'est un mouvement vers la gauche. Mais lorsque l'animal doit faire une rotation mentale, donc la lumière s'allume vers la lumière s'allume vers le haut, mais l'animal doit faire une trajectoire vers la gauche, ici. Vous voyez que le premier vecteur pointe vers le haut, il se construit vers le haut, et puis il devient de plus en plus grand tout en tournant vers la gauche, dans la direction du mouvement réel que va faire l'animal à la fin. Et lorsqu'on regarde ici cette image qui est peut-être plus simple à comprendre, on voit le vecteur qui pointe vers le haut et puis qui tourne progressivement vers la gauche ici. Et ici, on voit l'angle en fonction du temps. Donc l'angle en fonction du temps ne change pas dans le cas où l'animal fait une trajectoire directe, mais l'angle en fonction du temps change et tourne lorsque l'animal fait une trajectoire indirecte. Il doit changer d'opinion, en quelque sorte, changer d'idée sur la direction de son mouvement. Donc on voit directement tourner dans sa tête ce vecteur neuronal, mais il faut passer par toute cette série de transformations, enregistrer des centaines de neurones, les réduire à un vecteur et voir enfin ce vecteur tourner. Alors, je voudrais simplement terminer en disant que ces concepts de vecteurs neuronaux sont extrêmement puissants.
On va y consacrer tout le cours, hein. Mais en particulier, il continue d'être utilisé bien après Georgopoulos, on était dans les années 80, et notamment, quand je vous ai montré tout à l'heure le décodeur Neuralink, il semblerait, bien qu'il y ait sans doute une part inconnue, parce qu'ils ne publient pas exactement les détails de ce qu'ils font, hein, mais lorsqu'on regarde leurs vidéos, on comprend, et leurs blogs en particulier, on comprend que c'est quelque chose comme le vecteur neuronal qu'ils utilisent ici. Ils enregistrent, je l'ai dit, hein, des centaines de neurones. Ils attribuent à chaque neurone un poids. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure, très brièvement, ce sont les fameux poids des neurones, ce sont les directions préférées des neurones. Donc chaque couleur ici représente la direction du mouvement que préfère un neurone dans l'espace plan des directions possibles en 2D. Et vous voyez les électrodes qui ont été implantées ici automatiquement par un robot. Chaque électrode comprend de nombreux contacts et chaque contact, on peut caractériser les réponses des neurones qui s'y trouvent, du ou des neurones qui s'y trouvent, par une préférence pour une certaine direction. Donc cette image qui est proposée par la société Neuralink sur son site suggère qu'ils sont en train d'utiliser une moyenne pondérée des réponses de différents neurones, chaque neurone étant caractérisé par sa préférence pour une certaine direction. C'est le vecteur de population. Et c'est comme ça que l'animal arrive à répondre. Cette image est intéressante parce qu'on voit que l'animal a appris avec un joystick. Donc au départ, il a fait effectivement le mouvement et ça a permis de comprendre ses coefficients, d'apprendre ses coefficients, parce qu'à un mouvement réel correspondait une activité neuronale réelle, et on a donc pu caractériser la préférence de chaque neurone. Mais ensuite, ici, vous voyez que le joystick est déconnecté. Et l'animal continue de jouer au jeu de Pong ou jouer à atteindre la cible ici, alors qu'il n'y a plus de joystick du tout, mais on décode uniquement son activité neuronale. Il y a une relation d'identité suffisante entre les deux pour qu'on arrive à se passer complètement de la motricité et à détecter directement l'activité neuronale. Alors cette idée de vecteur neuronal, on la trouve dans toutes sortes de domaines de la détection du mouvement. Ici, je voulais vous parler très brièvement d'un article chez la chauve-souris. Il faut savoir que les chauves-souris sont en train de devenir des animaux modèles extrêmement intéressants. Et cette fois-ci, évidemment, c'est en 3D. Hein, elles volent vers leur cible. Et ici, dans le travail de Nahum Ulanovsky et ses collaborateurs, toujours publié dans Science il y a 5 ans, 6 ans, on voit des chauves-souris qui volent dans l'espace et qui cherchent à atteindre une cible particulière. On arrive parfaitement à caractériser où elle se trouve dans l'espace et à enregistrer, vous imaginez la prouesse, on arrivait à enregistrer en vol des centaines de neurones de chauve-souris. Ici, on est dans l'hippocampe, et dans l'hippocampe, on trouve des cellules qui ont des préférences pour une direction particulière du mouvement. Donc ça ressemble très fortement à ce qu'avait observé Georgopoulos, mais cette fois-ci dans le domaine du mouvement de l'animal tout entier vers une cible donnée. Donc voilà une cellule qui préfère une direction de mouvement à 0 degré, une autre qui préfère d'autres directions, etc. Et alors il y a quelque chose d'intéressant en plus ici, c'est que la distance est codée. La distance est codée par le taux de décharge des neurones. Dans le cas de Georgopoulos, il n'y avait pas de notion de distance parce que toutes les cibles étaient à la même distance. Mais ici, la chauve-souris doit savoir à quelle distance elle se trouve de la cible. Et les neurones, la plupart des neurones, ont un taux de décharge qui croît ou qui décroît, mais qui est monotone en fonction de la distance. Donc le vecteur neuronal, il a à la fois une direction, le vecteur de mouvement de l'animal, il a à la fois une direction dans l'espace, et puis il a une longueur. La direction est codée par la population de neurones particulière, les coefficients de population de neurones, et la distance du mouvement est codée par l'amplitude de décharge des neurones. La plupart des neurones ont des taux de décharge monotones comme ceci. Il y en a quelques-uns qui ont des réponses à des distances intermédiaires et pas à un aspect monotone comme ça, qui n'est pas forcément linéaire non plus. Voilà. Donc il y a des complications, mais grosso modo, on peut dire que le vecteur de mouvement est codé par une population de neurones de la même manière qu'avait observé Georgopoulos. Et puis, tout ceci s'étend à d'autres espèces, et par exemple la mouche. Ici, c'est une autre image que j'avais mise dans Face à face avec son cerveau, parce que je la trouve absolument extraordinaire. C'est un noyau particulier de la mouche, qu'on appelle le corps ellipsoïde. Et ce que vous voyez ici en différentes couleurs, chaque couleur, c'est un neurone.
C'est une technologie extraordinaire qui permet de colorier les neurones, qu'on appelle Brainbow, ici c'est un dérivé de Brainbow, qui permet de colorier aléatoirement les neurones en faisant exprimer des fluorescences de couleurs différentes. Et la combinaison de ces fluorescences aléatoires fait que chaque neurone a une couleur différente. Alors l'espèce de donut là, que vous voyez au milieu, c'est de Thor, c'est le corps ellipsoïde. C'est un assemblage de 16 neurones qui, vous voyez, ont chacun un secteur de préférence ici, d'arborisation, et on peut montrer que ces neurones fonctionnent comme un compas. Chaque neurone a une préférence pour une certaine direction. Je crois qu'on le voit ici. Voilà, par exemple, lorsque l'animal se déplace dans une certaine direction, et là encore, on peut faire la réalité virtuelle chez la mouche drosophile, c'est absolument extraordinaire. Donc la mouche est ici, et on va lui présenter des stimuli qui lui font croire qu'elle vole, et elle va pouvoir exercer des forces sur ce dispositif pour se diriger dans cet espace virtuel. Vous voyez que la direction du mouvement est codée par quels neurones sont activés et quels sont moins activés dans ce tore de 16 neurones ici. Si la mouche drosophile a 16 neurones, nous en avons sans doute des millions. Mais nous avons chez les primates des neurones de direction de la tête qui nous disent dans quelle direction on tourne la tête. Eh bien ici, ce sont des neurones de direction de la tête chez la mouche drosophile qui sont organisés sous forme de ce tore. Et il y a exactement la même logique, c'est-à-dire qu'on peut reconstituer la direction de l'animal, la direction de son corps cette fois-ci, sur la base de la montagne d'activité qui pointe dans une certaine direction, la somme pondérée des vecteurs correspondant à chacun de ces neurones. Et donc voilà par exemple un neurone qui répond à une certaine direction et sa réponse à l'ensemble des directions possibles de l'animal. Ce qui est absolument remarquable, et là je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais c'est cet article de Liu, Abbott et Maimon, c'est que Larry Abbott et ses collègues ont réussi à modéliser mathématiquement l'ensemble des transformations sur la base uniquement de l'anatomie de ce circuit chez l'animal. On a une microscopie électronique qui permet de voir toutes les synapses de ce circuit, ses tenants et ses aboutissants, et sur la base uniquement de l'anatomie de ce circuit, les chercheurs ont réussi à reconstruire la fonction de ce circuit, à proposer une théorie vectorielle de la fonction de ce circuit pour des calculs qui nécessitent de passer de coordonnées égocentriques à des coordonnées allocentriques, c'est-à-dire des calculs vectoriels. L'animal doit faire des calculs dans lesquels il reçoit au départ la direction égocentrique, c'est-à-dire par rapport à son propre corps, d'une cible par exemple, mais il doit la représenter en coordonnées allocentriques, par exemple par rapport au Soleil. Et plus tard, lorsqu'il doit agir sur son propre corps, au niveau moteur, il doit retransformer ce vecteur en coordonnées égocentriques. Alors je ne vais vraiment pas rentrer dans le détail, mais c'est une extension du modèle de Georgopoulos dans lequel on comprend tous les détails. Et les principes les plus généraux sont ceux-ci. Un vecteur d'une certaine direction dans l'espace est codé par ce qu'on pourrait appeler un phaseur. C'est un terme d'ingénierie que vous connaissez peut-être. L'idée est extrêmement simple pour ceux qui ont fait un tout petit peu de mathématiques. Un vecteur peut être codé par un nombre complexe quand il est en 2 dimensions. Et un nombre complexe correspond à une certaine sinusoïde avec une phase et une amplitude particulières. Eh bien, les neurones ont une réponse sinusoïdale avec une phase et une amplitude particulières, et la population de neurones correspond donc à un phaseur, elle correspond à un encodage d'un vecteur. Et ensuite, il montre dans cet article que c'est assez facile d'implémenter, et la mouche implémente des rotations de ce vecteur. Lorsqu'elle tourne son corps, on comprend comment on met à jour ce vecteur dans ce tore qu'est le corps ellipsoïde. Donc l'activité se déplace. Bien entendu, les neurones ne bougent pas, mais l'activité de ces neurones se déplace dans ce tore. Et puis, on peut faire des additions vectorielles. Ça, c'est très facile. Il suffit d'additionner 2 phaseurs. Donc, additionner 2 populations de neurones et on obtient la somme vectorielle correspondante. Ça code pour la somme vectorielle correspondante. Et il montre également, et ça c'est plus compliqué, qu'on peut faire des projections vectorielles avec des non-linéarités dans des neurones de sortie. Voilà. Donc, on a une sorte d'algèbre vectorielle au niveau neuronal. On a compris comment coder ce qu'on pourrait dire de vrais vecteurs, des vecteurs spatiaux, sous forme de population de neurones. Je vous renvoie à cet article, il est très technique, je ne peux vraiment pas rentrer dans le détail, mais il est extrêmement intéressant parce que là, c'est un circuit identifié, synapse par synapse, dans lequel on comprend comment fonctionnent ces transformations vectorielles.
Voilà, alors c'est la fin de ce cours d'aujourd'hui, un bref résumé. Donc, je crois que vous aurez compris que le concept de population, de vecteur de population neuronale est extrêmement utile. D'abord pour résumer des centaines d'enregistrements sous forme d'une représentation, pour donc aller au-delà des particularités de ce zoo de cellules qui tous ont des propriétés un petit peu différentes et les résumer, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse le plus en sciences cognitives, pour arriver à suivre des calculs cognitifs. Par exemple, la rotation mentale. Vous avez fait l'expérience de la rotation mentale en psychologie, ça a commencé par la psychologie, maintenant on commence à comprendre comment le mécanisme peut se situer au niveau de transformation vectorielle. Alors il y a évidemment beaucoup de questions et voici le programme des cours suivants très rapidement. D'abord, est-ce que ce concept de vecteur peut être étendu à des objets non géométriques? Aujourd'hui j'ai parlé de trajectoire dans l'espace, donc c'est relativement évident qu'un vecteur dans l'espace puisse correspondre à un vecteur neuronal. Mais ce qu'on va voir, c'est que même d'un visage, c'est un vecteur. Un visage, c'est un vecteur dans l'espace des visages. C'est ce que nous verrons dans le prochain cours. Est-ce que les vecteurs neuronaux, est-ce que les neurones font appel à toute la puissance des espaces vectoriels? Est-ce qu'il y a des sous-espaces vectoriels dans l'espace neuronal, des espaces qu'on appelle noyaux, nuls en anglais? Est-ce qu'on peut faire de l'addition vectorielle? Est-ce que ça a un sens de parler de ça au niveau neuronal? On va voir que oui. Est-ce qu'il y a une dynamique de ces vecteurs qui change en fonction du temps? On a déjà vu un exemple aujourd'hui, on va en voir beaucoup d'autres dans la prise de décision. On va voir des vecteurs qui tournent pour aller vers la bonne décision. Est-ce que les vecteurs peuvent encoder des concepts abstraits, des mots? Et est-ce que les vecteurs peuvent encoder des phrases et de la syntaxe? J'en parlerai, je l'espère, si j'arrive jusque-là, dans les 2 derniers cours. Peut-être l'année suivante, on verra. En tout cas, merci beaucoup aujourd'hui pour votre attention.